L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur. M. Boisvenu, honorable, j'aurais dû dire Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour et bienvenue chez nous. Je vous remercie de l'invitation aussi, surtout dans la belle région de Montmagny, que je connais un peu. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est pas la première fois que vous venez à Montmagny? Non, je suis venu régulièrement à Montmagny. Moi, quelques fois par année. Bon, vous venez comme touriste? Bien, je viens comme touriste. Je viens aussi des amis dans le coin. J'ai aussi une boucherie, ma boucherie préférée de M. Morin, Norbert Morin. Oui, bien sûr. Qui fait un boudin excellent. Et on était reçus en même temps chevalier du goût de boudin par l'Assemblée nationale du Québec il y a quelques années ensemble. C'est une coïncidence. OK. Donc, quand je passe ici dans le coin, tantôt, je vais arrêter là. Je vais aller chercher son bon boudin noir qui est excellent. J'invite les gens à faire connaissance avec son boudin. Il est vraiment excellent. Et je trouve ça drôle que vous parliez de cette boucherie-là parce que dans notre région, c'est une des belles et bonnes boucheries bien connues aussi. Donc, je trouve ça drôle que vous parliez de M. Morin. M. Boisvenu, qu'est-ce qui vous amène à Montmagny aujourd'hui? Écoutez, depuis le printemps dernier, avec l'aide médicale à mourir, où on a adopté le projet de loi C7 qui devait remplacer la loi C14 qui a été adoptée en 2015, suite à la décision de la Cour suprême de faire en sorte que les gens qui sont mourants, les gens qui sont souffrants doivent avoir des droits égaux, également les enfants mineurs. Il y a une famille de ce coin-ci, la famille Pelletier de Lillet, a contacté Bernard Généreux, le député. Bernard m'en a parlé, puis il dit « J'aimerais ça que tu viennes dans le comté rencontrer la famille parce qu'elle vit ce type de drame-là, puis elle voudrait mettre l'emphase publiquement sur ce qu'elle vit pour influencer les politiciens, d'autant plus qu'il y a un comité actuellement à Ottawa qui siège pour revoir complètement l'aide médicale à mourir, pour intégrer dans la loi C7 les enfants mineurs et les gens qui souffrent de maladies dégénératives pour pouvoir faire des demandes par procuration ou des demandes anticipées, ce qui n'existe pas actuellement. Donc, la famille, d'un commun accord, a dit oui, ça ne nous dérange pas qu'on rende notre histoire publique et d'avoir cette rencontre-là qui va avoir lieu dans quelques minutes là, à Lillet. Donc, j'en ai rencontré plusieurs depuis le mois de février dernier. Sandra de Montigny de Québec, Yves Monette, qui a fait l'objet d'un reportage à TVA et dans les médias du Québec, où j'ai assisté à son départ le 7 juillet dernier, où Yves était rendu apte à recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup, parce que ce sont des familles qui souffrent beaucoup, et ce sont aussi des individus, des malades, qui veulent ce service-là, qui veulent ce droit-là, mais qu'actuellement, la loi ne permet pas. Quel est votre rôle? Vous rencontrez ces gens-là, mais suite à cette rencontre-là avec ces gens-là, quel est votre rôle? Bon, c'est d'apporter le message à Ottawa, bien sûr, là, mais est-ce que vous pensez pouvoir influencer justement le politique? C'est un projet de loi qui est étudié au Comité des affaires juridiques. Et je siège depuis 2010 au Comité des affaires juridiques. J'en ai été vice-président quelques années. Donc, j'ai une certaine influence au sein de ce comité-là pour pouvoir, faire en sorte que les sénateurs adhèrent à des amendements qu'on peut apporter. Donc, c'est à partir d'histoires concrètes comme Mme Pelletier, Mme de Montigny, M. Monette. C'est d'histoires concrètes qui parlent et qui font en sorte qu'ils peuvent influencer d'autres sénateurs pour faire en sorte que cette loi-là soit plus ouverte à des gens là, qui souffrent et plus ouverte en fonction aussi de la décision de la Cour suprême. Est-ce que vous y croyez qu'elle peut être plus ouverte, cette loi-là? Absolument. Oui. D'ailleurs, moi, je m'appuie toujours sur la décision de la Cour suprême pour influencer des amendements. Mais le gouvernement actuel, le gouvernement libéral, malheureusement, il va par petits pas. Ça fait en sorte que possiblement dans 2 ans, ces gens-là vont être admissibles à l'aide médicale à mourir. Mais il reste que pendant 2 ans de temps, ce sont des familles qui vont souffrir et qui, à mon avis, on devrait reconnaître ce droit-là aujourd'hui. Depuis le 1er janvier, 14 femmes ont perdu la vie de façon tragique, là, de la violence conjugale. On sait que c'est particulièrement une cause que vous défendez depuis des années. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que
la violence a augmenté au Québec. Est-ce que le message passe pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est sûr que la pandémie a exaspéré la situation, a amplifié la situation. Oui, le message, à mon avis, passe pas pour une simple et unique raison. C'est qu'on met toujours le focus depuis 30 ans sur les victimes, et tant mieux. Okay? Mais on s'occupe très peu des agresseurs. Et souvent aussi, le code criminel est en retard pour protéger les victimes qui dénoncent. Vous savez, depuis 2 ans, je travaille avec tout près de 100 femmes qui ont tous été victimes de violences conjugales, dont beaucoup qui ont eu des tentatives de meurtre sur elles. Et c'est avec elles que j'ai écrit un projet de loi que j'ai déposé le 30 mars dernier, qui va faire en sorte qu'il veut changer la dynamique au centre du service du système de justice du Canada, excusez-moi. Et la dynamique qu'on veut changer, c'est maintenant de mettre l'emphase sur l'agresseur. Parce que tant ou si longtemps qu'on ne gère que les conséquences, qui est la victime, et qu'on ne gère pas la cause, qui sont souvent les agresseurs, mais je pense que c'est des portes tournantes. Et aussi, ce que les femmes nous disent, arrêtez d'envoyer ces hommes-là en prison, ils n'en sortent que plus agressifs. Donc, il faut ouvrir à la thérapie, il faut ouvrir à l'obligation de la thérapie. Et c'est dans ce sens-là que le projet de loi que j'ai déposé, il va aller. D'abord, protéger les femmes en obligeant le port du bracelet électronique. Ici, on n'invente rien. Beaucoup de pays ont déjà adopté le bracelet électronique et on sauve des vies de cette façon-là parce que les femmes vont être averties avant que l'individu ou l'ex-conjoint soit près du domicile ou même à la porte du domicile. Donc, on va sauver des vies. L'autre élément du projet de loi, c'est de faire en sorte que l'homme qui est agresseur subisse la conséquence dans le système de justice et non toujours les victimes. Les victimes, ce qui se passe, c'est qu'on dit « sortez de chez vous, allez vous cacher » et souvent, ils abandonnent leur travail, abandonnent leurs amis, abandonnent souvent, veut dire leur famille pour se protéger, alors que l'homme va attendre penaud son procès, va avoir des conditions en attente de son procès, ne les respecteront pas et les conséquences sont minimes sur l'agresseur. Donc, c'est toute cette dynamique-là qu'il faut changer. Et la plupart des pays qui ont réussi à réduire la violence conjugale ont été dans ce sens-là. Donc, moi, j'espère seulement qu'une chose, c'est que ce projet de loi-là, qu'il y ait des élections ou pas, soit adopté rapidement, parce que c'est ce que les femmes ont demandé. Vous dites que vous l'avez déposé au mois de mars. On est rendu au mois d'août. Est-ce que ça chemine? Est-ce que ça avance? Parce que pendant ça, il y a des femmes qui sont violentées, qui perdent la vie. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il se passe de quoi avec ça? C'est ce qui me décourage un peu. Aussi bien au sein Je suis surpris de voir qu'après 5 mois... Là, au sein de ce gouvernement-là, on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de protection des femmes, mais lorsqu'on dépose un projet de loi-là, pas seulement parce que c'est un projet de loi qui vient d'un conservateur, je ne le sais pas, mais effectivement, ce projet de loi-là n'a pas bougé. On espère que dans la prochaine campagne électorale, cet enjeu-là va être au centre des discussions, qu'on va parler des victimes de féminicide, qu'on va parler des familles, parce que c'est pas seulement la femme qui est victime, ce sont les deux familles, aussi bien de l'agresseur que de la femme, et c'est des coûts sociaux énormes au niveau des services de santé, au niveau du soutien aux enfants, c'est énorme les coûts. Alors, je pense qu'il faut donner un coup de barre là-dessus, et il faut que notre système de justice se préoccupe des victimes, également des agresseurs pour faire en sorte qu'ils ont une obligation d'aller chercher de l'aide et non seulement les conseiller à aller chercher de l'aide. Pour moi, il faut que lorsqu'il arrive un cas d'agression dans une maison, dans une maison privée, que les policiers disent à l'homme, tu sors, tu t'en vas chercher de l'aide, sinon c'est l'incarcération. On ne peut plus laisser des alternatives et attendre que l'homme ait une deuxième, une troisième conjointe et que ce soit une deuxième puis une troisième victime. C'est ça à quoi qu'on assiste actuellement. OK. Mais moi, ce que j'entends de M. Trudeau, M. O'Toole, M. Blanchette et M. Singh, il n'y a pas... ça ne fait pas partie des plateformes électorales. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir, justement, pour les sensibiliser à ce que ce soit dans leur plateforme électorale? Écoutez, il y a eu un débat à la Chambre des communes au mois de mars dernier sur les féminicides du Québec. M. Trudeau était absent. Le seul leader qui en a parlé ouvertement, c'est M. O'Toole. Et je suis convaincu, s'il y a une campagne électorale qui a lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois, le dossier de la violence faite aux femmes, le dossier des femmes en général, va être, à mon avis, un enjeu très important pour notre parti. Parce qu'on ne peut pas rester muet quand, dans 6 mois, il y a autant d'homicides au Québec que toute l'année dernière, qu'à chaque année, depuis 30 ans, c'est l'équivalent d'une polytechnique au Québec.
Mais malheureusement, ça arrive à peu près une fois par mois. Donc, une fois que les médias sont plus dans les dossiers, on oublie le meurtre. Alors que si ces 14 femmes-là auraient été assassinées la même journée au Québec, moi, je vous garantis que M. Trudeau aurait bougé. Tous les partis auraient bougé. Mais malheureusement, ça arrive de façon aléatoire. Puis une fois que la victime est enterrée, bien, on l'oublie. On risque d'assister à une dissolution du Parlement au cours des prochains jours. Donc, votre projet de loi, ça va être probablement avec le nouveau gouvernement qui sera présenté, adopté. Et bon, on connaît toute la cuisine qu'il y a à faire pour adopter un projet de loi. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de temps et pendant ce temps-là, il y a d'autres femmes qui risquent de perdre la vie. Vous savez, les victimes sont condamnées à ne pas abandonner. C'est le lot d'être victime ou proche de victime. Parce que le système de justice, c'est un gros système qui est lourd. C'est un système aussi qui a beaucoup d'interférences de la part de l'autre partie, les défenseurs des criminels. Donc, les victimes sont condamnées à ne jamais abandonner et à toujours, remettre le travail à l'ordre du jour s'il y a une élection, par exemple. Donc, je suis convaincu, avec la centaine de femmes que je côtoie là, quotidiennement, que même s'il y a une élection, rapidement après que le gouvernement sera en place, on redéposera le projet de loi, on sera dans les médias et à chaque fois qu'une femme sera assassinée au Québec, on dira aux politiciens, vous avez manqué de responsabilité envers ces femmes-là. Mais ce que vous dites est condamné à toujours se défendre. Ça veut dire que même le projet de loi, même s'il est adopté, vous pensez que cette violence-là peut continuer? Écoutez, M. Harper avait dit une phrase un jour qui m'avait emmené vers ce parti-là. Nous sommes le parti des victimes. Je n'ai pas entendu ça de la part du gouvernement libéral. Nous sommes le parti des victimes. Moi, j'ai juste hâte que M. Trudeau, qui se dit féministe, dise un jour publiquement « Nous allons nous occuper de violences faites aux femmes ». On parle beaucoup du Québec parce que c'est là qu'on entend plus parler des victimes au Québec, mais comme vous représentez et vous êtes au Parlement canadien, est-ce qu'au Canada, il y a autant de féminicides? Parce qu'on entend moins parler. Il y en a, on entend moins parler. Et le projet de loi que j'ai déposé a fait l'objet d'une consultation de tous les ministres de la Justice de toutes les provinces, de toutes les fédérations des centres d'hébergement des femmes de toutes les provinces. Et c'est une préoccupation dans toutes les provinces. Plusieurs provinces, à l'instar du Québec, ont déposé un plan d'action pour contrer la violence faite aux femmes. Mais je vous dirais qu'au Québec, c'est un petit peu plus amplifié. Pourquoi? Je pense parce qu'au Québec, on a un héritage de réhabilitation à tout prix. Donc, on est toujours la première chance, deuxième chance. Alors qu'à mon avis, des meurtres contre les femmes ou des agressions contre des femmes, contre des enfants, contre des personnes âgées, ça devrait être tolérance zéro. On a un niveau de tolérance au Québec qui est plus grand qu'au Canada anglais, il faut le dire. Il faut dire aussi que les sentences au Canada anglais dans la violence conjugale sont plus sévères. Le non-respect des conditions des 810, les ordonnances, sont plus sévères au Canada anglais. J'aime pas ça, ce que vous me dites là. Pourquoi que... Bien, vous savez que pourquoi on est moins sévère qu'ailleurs alors que c'est... Un crime, c'est un crime? Parce que l'administration de la justice relève des provinces. Et les directives qui sont données aux avocats de la Couronne sont très importantes. Et c'est pour la première fois au mois d'avril dernier, le directeur des poursuites pénales et criminelles du Québec a donné une directive à ses avocats, aux avocats de la Couronne, demander maintenant des sentences plus sévères dans les cas de violence conjugale. C'est la première fois, j'entendais au Québec, un directeur des poursuites pénales et criminelles dire à ses avocats, ceux qui défendent l'intérêt public, vous allez demander des sentences plus sévères maintenant. Donc, ça progresse lentement au Québec. Mais lentement, mais ça moins rapidement qu'ailleurs. Vous m'encouragez de dire que ça progresse. Là. Mais ça progresse. Et c'est pour ça que je dis, il faut que les victimes parlent, il faut que les victimes prennent la parole. Et c'est la seule façon de faire bouger le système de justice, c'est que les victimes prennent la parole. Ce que je comprends, il reste à peu près 90 secondes. Là. Ce que je comprends, c'est que vous allez continuer à défendre ce que vous avez toujours défendu depuis que vous êtes sénateur. Depuis que ma fille est assassinée. Ouais. C'était une mission qu'elle m'a donnée. Et cette mission-là, je pense que je vais l'avoir jusqu'à mon dernier souffle. Merci de nous avoir accordé cette entrevue, M. Boisvenu. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir parlé, surtout. Oui. Alors voilà, M. Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur. Alors merci. Et on vous souhaite une belle visite. Puis bon retour à Montmagny. Merci beaucoup. Et vous saluerez M. Morin de notre part. Je vais le faire. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.